J'aime les armes à feu. Les armes à feu, c'est un peu ce qui a structuré notre civilisation. Moi, ça me permet de retourner dans le passé en utilisant les chevaux, ces armes-là. Puis c'est une espèce de page d'histoire que je lis à chaque fois. Ils sont passionnés de compétition de cowboy ou pratiquent la chasse. Mes parents m'ont acheté cette carabine-là quand j'ai gradué ma 6e année. Collectionneurs, survivalistes, armuriers ou encore tireurs à la cible sont fascinés par les armes à feu et en possèdent plusieurs. Moi, je les utilise pour les conserver, puis les exposer, puis de raconter de l'histoire. Tout juste à gauche. On veut pas être dangereux, on veut juste survivre. Rien n'atténue leur passion. Même si les armes à feu sont impliquées dans les tueries barbares et les actes terroristes partout sur la planète. Ma sœur Hélène était parmi les victimes de Marc Lépine, le 6 décembre 89. Et ils sont nombreux, ces propriétaires de guns. Le Canada est le 12e pays au monde quant au nombre d'armes à feu par habitant, soit 31 armes pour 100 personnes. C'est 3 fois plus qu'en Russie. Une personne armée, c'est un citoyen. Une personne désarmée, c'est un esclave. C'est assez particulier de voir des gens qui sont fascinés à ce point-là par un objet dont l'utilisation principale, c'est tuer. Ça, c'est la voûte d'armes. Puis, évidemment, le public n'a pas d'accès ici. On a 1600 armes à feu. On a 1200 exemples de munitions historiques. Ici, c'est une des plus importantes collections au Canada. En termes de variété, en termes d'histoire et en termes de noms. Je m'appelle Ken Rooney. Je suis anthropologue, historien de formation et conservateur de la collection d'armes au musée Stuart. Les armes à feu me fascinent depuis que je suis petit. Pourtant, je n'en possède aucune et je n'en posséderai probablement jamais. L'arme en soi est un objet fascinant. À travers l'arme, on peut voir l'évolution de l'humanité. Quelqu'un qui est très expérimenté peut tirer cette arme peut-être 5 fois par minute. 1822. 50 ans plus tard, on a une mitrailleuse automatique qui tire 700 balles dans une minute. Je suis curieux de comprendre la passion des utilisateurs d'armes à feu. Pas les criminels ni les terroristes qui ne respectent rien. Non. Les hommes et les femmes ordinaires qui s'amusent pourtant avec un outil dont la mission première est de tuer. Qui sont-ils? À quelle réglementation sont-ils soumis? Certains sont nuancés. D'autres militent activement pour faire diminuer les contrôles. Allons à leur rencontre pour nous faire notre propre opinion de cette culture d'armes qui nous entoure. Bertrand Caron est un cowboy, exactement comme ceux qui ont nourri mon imaginaire d'enfant. Doux avec son cheval, il incarne le cowboy né pour être sur une selle. Il fait de la compétition de tir à la cible à cheval, du cowboy mounted shooting. Je suis né avec des armes à feu.
Fait que je comprends pas le concept d'interdire à quelqu'un d'avoir une arme à feu ou de le contrôler s'il n'a jamais fait aucun délit. Ça fait partie de... Moi, ça fait partie de ma culture, personnellement. J'utilise des single action, changé à blanc, puis c'est la seule activité que je fais avec mes armes à feu. Ah, OK. Alors, ça donne l'idée que vous tirez des balles, mais c'est juste le poule qui va exploser. C'est le même bruit sonore, mais excepté à l'exception qu'il n'y a pas de projectile. Alors, c'est quoi qui vous allume dans cette activité? OK. Bien, premièrement, j'ai la passion des chevaux, puis j'ai la passion des armes à feu. Fait que j'ai réussi à combiner ça avec ce sport-là. Ça me permet de faire ces deux choses-là. Est-ce que vous voyez un rapport entre la quête de pouvoir et la possession d'armes à feu? Penses-tu que c'est une quête de puissance pour... Non, moi, ce que je vois, disons, comme moi, personnellement, moi, ce qui m'attire, c'est mon attrait pour les armes à feu, c'est les pièces qui sont machinées, c'est la qualité des assemblages. Il y a beaucoup de soins, puis c'est de l'artisanat. Absolument. La famille Paquette arbore fièrement le logo de la National Firearms Association. Un symbole que portait d'ailleurs l'ancien ministre de la Justice conservateur Peter MacKay en août 2014 et dont la photo a fait scandale. C'est simplement une manière de s'afficher. Au fil des années, les propriétaires d'armes ont fait énormément de compromis, sans jamais rien avoir en retour. Aujourd'hui, bon, nos compromises, c'est qu'on veut plus en faire des compromis. On se laissera pas, j'aime pas le terme, on se laissera pas nécessairement en faire. Bon, on va protester, on va essayer d'agir auprès des politiciens pour que les choses changent un peu plus en notre faveur. Chez les Paquettes, tout le monde tire à l'arme à feu. Papa, maman et les enfants, qui ont été initiés au tir avant même de savoir écrire. Elle a 8 ans. Elle a commencé à tirer à quel âge? Entre 5 et 6 ans. Avant ma première année. Avant ta première année. Le BD1, ça fait plaisir à mon père et en même temps, ça m'ouvre comme un nouveau monde et de découvrir un nouveau truc, c'est plus passionnant que ne rien faire du tout. C'est bien plus sécuritaire de faire ça, de montrer comment ça fonctionne, que de leur dire de ne pas toucher à ça, puis quand on s'en va, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ils vont fouiller, ils vont les trouver, ils vont les manipuler pendant que vous n'allez pas être là, veut pas. Même si c'est sécurisé au maximum, en tout cas, en tant que petit gars, j'aurais trouvé le moyen de les débarrer si mon père en aurait eu. Voilà. On la sécurise, on va la mettre de côté. Ça, c'est un M4. Ça, c'est un AK-47. Je ne sais pas exactement quel modèle. Les armes sont de plus en plus faciles à utiliser. Elles sont faites petites pour être faciles à utiliser par n'importe qui. Francis Langlois est spécialiste de l'histoire militaire et américaine. Il possède une grande connaissance de l'évolution des armes à feu et de leur législation en Amérique. Les gars, où est-ce qu'on sort toute la quincaillerie? Il ne faut pas s'enlever de la tête que les pauvres ont des armes à feu, ça coûte cher, un fusil. Donc, les gens qui ont des armes à feu, c'est des gens généralement de classe moyenne ou aisée. Et la classe moyenne, à partir des années 80, mais essentiellement 90-2000, a été fragilisée et posséder une arme à feu, pour certains, pas tous évidemment, c'est une façon de réaffirmer son pouvoir sur sa condition. Ultimement, il y a dans cet objet-là quelque chose de particulier dans notre relation à la justice, notre relation à la vie, à la mort, à notre devoir de citoyen, etc. Des armes à feu, il y en a au Canada. Beaucoup. Un peu plus d'un ménage sur 4 détient des armes à feu, courtes ou longues, ce qui représente 9 millions d'armes à feu possédées par des civils. Même si on est bien loin de la surabondance d'armes de nos voisins américains, on est tout de même dans le peloton de tête à l'échelle de la planète. Sur 178 pays, le Canada se classe en 12e position quant au nombre d'armes à feu par habitant. Et certains en possèdent plusieurs. Je veux pas dire combien d'armes à feu j'ai. Je vous demande pas combien vous avez dans votre compte de banque. C'est un peu la même chose. C'est privé.
Je pourrais rajouter que j'en ai une ou 300, ça change quoi? Je peux juste en utiliser une à la fois. Exactement le même. D'accord? Quelqu'un pourrait mettre ça... Les associations qui offrent des cours de maniement d'armes constatent depuis quelques années que les armes à feu sont de plus en plus populaires, entre autres chez les jeunes et les femmes. Ça n'a aucune efficacité. Zéro. On doit même augmenter le nombre de cours, tellement la demande est forte. Notre association donne 20 à 22 cours par année avec, en moyenne, 30 personnes présentes à chacun des cours. Quand on a une arme dans les mains, on a toujours une sensation de puissance. Chez certains individus, peut-être que c'est pour eux un trip de Rambo, alors que je pense que la majorité des citoyens, eux, veulent avoir une arme un peu comme avoir une paire de skis ou une raquette de tennis pour faire un sport sainement. Kiana a une passion pour la chasse. Déjà, à 12 ans, elle a tué un ours. Sa proie, cette fois, un sanglier. Elle le chasse accompagnée de sa mère, Mélanie, et de sa grand-mère, Pierrette. Dans le but de s'entraîner à faire la guerre ou rien, là, gars, on fait ça uniquement pour se détendre. C'est une passion comme une autre, puis un loisir. C'est relaxant quasiment. Écoute, t'arrives des fois bien stressé là, de la job, puis là, ben, je m'en vais faire un entraînement, puis après ça, je tire. T'oublies tout. Le défi, c'est d'essayer d'envoyer 2 balles le plus proche possible une de l'autre. Hein? C'est tout le contrôle de soi, finalement, là, puis le contrôle de l'esprit aussi, parce que s'il te passe une idée par la tête, là, c'est fini, ta balle est sortie. Là, c'est essentiel de tout contrôler au maximum. Là. Je pense que c'est ça qui est le challenge dans ça. Là. Tommy est membre de l'équipe du Québec et de l'équipe canadienne de développement de tir à la cible. Il vise ni plus ni moins que les Olympiques dans cette discipline. J'ai un plan d'entraînement de 25 heures semaine qui inclut du sport et du tir. Ça se fait à 50 mètres de distance. Le ring central de la cible, ce qu'il faut pogner tout le temps, finalement, ça fait 1 centimètre de diamètre. Tout un chemin parcouru depuis l'époque où il a dû convaincre sa mère, résolument anti-armes, des raisons de son intérêt pour ce sport. Ben, j'imagine que c'est peut-être bien des films que je voyais du monde qui tirait puis tout. Puis là, ben, quand j'étais jeune, là, ça m'est venu l'envie d'essayer ça, le tir. Fait que là, j'ai bien travaillé mes parents pour réussir à avoir ma première carabine à plomb. Fait que là, ben, j'ai commencé à aimer le côté précision à ce moment-là. J'ai une 22, puis j'ai une 308 Kimber. Ben, j'aime le fait qu'elle est ultra légère. Elle pèse 4 livres avec le télescope ou quelque chose autour de ça. Puis elle fait très petite, fait qu'elle est quand même assez adaptée pour moi parce que je suis faite très petite. Fait que... Kiana a une passion pour la chasse. Déjà, à 12 ans, elle a tué un ours. Sa proie, cette fois, un sanglier. Elle le chasse accompagnée de sa mère, Mélanie, et de sa grand-mère, Pierrette. Pour moi, c'est naturel parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été avec des femmes qui s'intéressaient aux armes, qui avaient des armes, puis qui chassaient. C'est vraiment quelque chose de comme unique, là, je pense. Que ce soit un chevreuil qu'on chasse, lui a une chance de nous déjouer, puis, tu sais... Ma mère, mon père chassaient déjà, fait que j'ai juste suivi. Puis ma mère est enceinte de moi, puis j'allais à la chasse avec elle. Il est trop loin, il est là-bas. Il est en avant d'un arbre. Son coffre, il est dans l'arbre. Il va avancer, il prend son temps, c'est pas grave. Nous autres, on respecte beaucoup l'environnement, on est beaucoup dans la nature, puis on est très sélectif, puis ce qu'on récolte, on le mange. Il y a des gens qui disent que la chasse, c'est cruel, puis tout ça, mais moi, je pense personnellement, c'est juste des gens qui sont mal informés. T'sais, c'est pas comme si on rentrait dans le bois et on tirait sur tout ce qui bouge.
Pour Simon, les armes à feu ont une toute autre utilité que le jeu. Elles font partie de son arsenal de survie pour se nourrir et se défendre. Il est un survivaliste. Ce père de famille est prêt au pire. Catastrophes naturelles, guerres ou débordements sociaux. En fait, le survivaliste est une personne qui va se préparer à un lendemain moins bon que ce qu'on vit actuellement. Okay? Donc, qui croit que il est possible que la société s'effondre assez pour qu'on doive carrément entrer en mode survie. Comme ça. Les choses les plus précieuses seront triple B et triple G. Beans, bullets and band-aids, gold guns and groceries. Il y a quand même une forte proportion des gens qui sont dans le déni puis qui veulent pas entendre parler de tout ça puis qui ressentent un inconfort vraiment très grand, qui ont même pas le goût de se préparer, malheureusement. Et puis, j'ai peur que ces gens-là finissent par devenir le voisin dont les enfants n'ont pas mangé depuis 4 jours, puis qu'il y a un 12 dans le fond de son garde-robe, puis qui se dit, ben je vais aller cogner chez le voisin. Mais je préférerais grandement que les gens soient, ce que je considère, plus responsables. Tu sais, ne serait-ce que 3 jours de nourriture chez soi, en réserve, ben il me semble que c'est quelque chose d'intelligent et d'intéressant à faire. Bon. Ben, pas mal bingo. Les armes à feu terrorisent une partie de la population qui critique parfois de façon satirique les dangers qui y sont associés. Et ils sont bien réels. Chaque jour dans le monde, 1000 personnes seraient tuées par arme à feu, ce qui en fait un objet qui est loin d'être anodin. L'abondance des guns aux États-Unis, les tueries et les attentats qui se produisent partout sur la planète ont une incidence sur l'image qu'on se fait ici des amateurs d'armes à feu. Ouais, moi je trouve ça vraiment plate. Écoute, c'est des tragédies, on s'entend. C'est pas correct que quelqu'un fasse tuer autant de gens. Là, ça n'a aucun bon sens. Là. Puis après ça, je trouve ça plate d'un autre côté aussi parce que ça salit l'image des armes à feu. Là. Nous autres, l'utilisation qu'on en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Puis là, ben, ça pousse une mentalité vraiment mauvaise autour des armes à feu par rapport aux gens qui n'en utilisent pas. Là. Fait que chaque fois qu'il y a une tragédie comme ça, ben, nous autres, ça nous pousse encore un peu dessus pour nous enlever des droits qu'on a. Là. Le rapport qu'on entretient à l'égard des armes à feu risque d'être très différent selon qu'on habite en ville ou en campagne. Les gens en milieu urbain, pour eux, l'arme à feu, d'une façon générale, est associée à la police, aux criminels, ou des fusils d'assaut, ou des armes qui ont été utilisées dans le cadre de massacres, je pense à Polytechnique. Ça a mobilisé, ça a touché profondément la population québécoise, qui est très, très, très fort. Il y a un malaise et les gens jugent, d'une façon générale, ceux qui aiment les armes à feu. Maintenant, en milieu rural, où est-ce que là, il y a plus de chasseurs, où est-ce que là, il y a plus de fermiers, les fermiers en ont besoin, donc c'est une carabine qui sert à quelque chose, donc aller à la chasse ou à éliminer de la vermine, etc. Donc là, la relation est différente. Évidemment, le lobby a joué là-dessus, sur l'idée que tout ça, c'est le contrôle des armes à feu, c'est un levier qui est utilisé par l'élite du centre du Canada, donc les gens de Montréal, les gens de Toronto, etc., pour mieux contrôler le reste du pays. Les gens qui n'aiment pas ça, la grande majorité, est-ce que ça affecte leur vie que nous, on possède des armes à feu? Absolument pas. Ces gens-là devraient peut-être un peu se mêler de leurs affaires. Qu'est-ce que vous avez à dire à les gens qui, mettons, qui méprisent les armes à feu, qui pensent que les armes à feu sont faites que pour tuer? C'est une très mauvaise conception. Disons, pas seulement que les armes à feu sont faites pour tuer. À peu près tout est fait pour tuer sur la planète, à condition d'avoir l'intention de tuer. Oui. Si vous n'avez pas l'intention de tuer, tout ce que vous avez dans vos mains devient un accessoire.
C'est pas un objet d'adoration, une arme à feu, hein. C'est véritablement, simplement un outil. Au même titre que ma drill, par exemple, ma perceuse. Bien sûr, beaucoup plus de meurtres ont été perpétrés au pays avec des armes blanches que des armes à feu. Il faut dire qu'il y a évidemment pas mal plus de couteaux en circulation. 40% des homicides sont causés par une arme blanche, comparativement à 27% par une arme à feu. Il n'en demeure pas moins que les membres d'une maisonnée où l'on retrouve une arme à feu sont près de 5 fois plus à risque de suicide et 3 fois plus à risque d'homicide que dans un domicile sans arme à feu. Des clients de cet hôtel ont entendu des coups de feu. Les policiers ont été appelés sur place et après quelques recherches, ont retrouvé une femme de 25 ans gravement blessée. Elle a succombé à ses blessures. Et encore aujourd'hui, une femme sur 3 tuée par son conjoint au Canada est abattue d'un coup de feu. Quand les gens disent qu'une arme à feu ne tue pas, ce sont les gens qui utilisent des armes à feu qui tuent. On peut dire que c'est vrai, d'accord? Mais une arme à feu rend plus facile de tuer n'importe qui et en grand nombre. Et c'est ça qui fait la différence. Chaque année au pays, 100 000... Wow! Alors, bienvenue au musée. Merci. Wow! Pierre Gravel est agent d'artiste et fin connaisseur de l'histoire des armes à feu depuis qu'il est adolescent. C'est ce qui l'a motivé à fonder le Musée canadien de l'arme et du bronze à Granby. Au Québec, on n'a pas de création. Les États-Unis font ça. On se veut ici contemporain. On n'a pas nécessairement d'antiquité. OK. D'où est-ce que tu as poigné cette passion pour les armes? Ça me fascine. Comment ils ont fait en 1885 avec la machinerie de l'époque? Oui, Henry Colt avec ses limes et ses oui, scies à main. fait à main. Chaque arme, ça prenait du temps. Puis comment ils faisaient pour faire ça? Aujourd'hui, on a de la misère à avoir cette précision-là. Quand j'ai ces armes-là et que je les expose, ce qui est le plus important, c'est de les documenter, puis de chaque arme être capable de conter une histoire. Vous avez 2 armes intéressantes à votre droite, c'est des armes autrichiennes. C'est des armes qui ont une grande valeur. C'est quoi le plus important que vous avez donné? Ben, on a une arme qui a été fabriquée au Québec, à Québec même, pendant la dernière guerre. Et cette arme-là, ils en ont fabriqué 100 avant que la guerre s'arrête. Et ça a été évalué à 45 000 OK. La valeur d'une arme n'est pas nécessairement son âge, c'est sa rareté. La plupart de vos armes, vous les procurez comment? Est-ce que c'est des donations? C'est des donations. Ce sont des gens qui décident de casser maison. Ils s'en vont dans une maison de retraite, là, des maisons de bon. Et à ces endroits-là, tu n'as pas le droit, bien souvent, d'emmener des animaux et tes armes. Maintenant, la loi, si vous possédez une arme à feu à la maison et que vous n'avez pas une raison, vous n'êtes pas un tireur, vous n'êtes pas un chasseur, vous n'êtes pas un collectionneur, alors on vous demande, bien, pourquoi avez-vous une arme à la maison? C'est plus nécessaire. Donc, les policiers, dans bien des cas, dans bien des dossiers, vont obliger la personne à s'en départir. C'est un vrai fusil militaire qui est très populaire aux États-Unis, qui malheureusement a été utilisé dans des événements qu'on connaît de ces dernières années. Aux États-Unis, il y a des milliers de personnes qui possèdent cette arme-là. Oui. C'est une arme qui est bien aimée par ces gens-là. Il y a des armes là-dedans qui ont été fournies par des escouades ou des forces constabulaires. Toutes ces armes-là, mais la plupart sont de nature militaire. Ce sont des armes faites pour des soldats. Qu'est-ce qu'on va voir dans, mettons, des tueries qu'on connaît aux États-Unis? On va voir des armes qui ne sont pas de nature militaire, mais qui sont costumées comme des armes militaires. C'est complètement possible de prendre une petite fusil de chasse 22 qui est bon pour chasser des perdrix et de le transformer complètement pour ce qui a l'air de ça.
En fait, 70% des propriétaires d'armes à feu utilisent leurs armes pour la chasse. Ce qui n'empêche pas les fabricants d'armes de mettre de plus en plus de l'avant des modèles à l'esthétique militaire ou guerrière. Il y a deux tendances. On va militariser le marché de l'arme à feu. Donc, on va mettre sur le marché des modèles d'armes qui sont utilisés par les armées. Évidemment, ces armes-là, pour l'industrie, c'est du bonbon. L'arme en tant que telle, on fait du profit dessus, mais ce qui est le plus payant, c'est les munitions. Le commerce des armes à feu, c'est beaucoup d'argent au Canada. Près de 800 millions de dollars par année en importation et exportation. Et l'autre chose, ça vend des accessoires. Des lampes de poche, des miroirs laser, des poignées spéciales, des gâchettes spéciales, des trucs. Les gens aiment ça jouer là-dedans ou aller voir le spécialiste puis pimpe mon fusil. Installe-toi. Tu sais comment ça fonctionne, celui-là? À verrou. Okay, ouais. Installe-toi, regarde si tu vois bien. 308 standard. Chevreuil orignal. Purement de l'esthétique. T'es prêt à tirer. 8 000 $. Chaque année au pays, 100 000 nouveaux permis de possession et d'acquisition d'armes longues sont délivrés. C'est la première étape, celle qui donne accès aux armes qui seront utilisées pour chasser, tirer à la cible ou rejoindre une collection. Les armes longues ou d'épaule sont les carabines et fusils de chasse. Leur chargeur peut avoir une capacité maximum de 5 cartouches. Elles ne sont soumises à aucune restriction. Les revolvers et pistolets sont ce qu'on appelle des armes courtes ou de poing. Leur chargeur ne peut contenir plus de 10 cartouches. Elles sont à autorisation restreinte au Canada. Les armes semi-automatiques, qui peuvent être à la fois des armes longues et courtes, déchargent une seule munition à chaque appui sur la détente. Les armes automatiques, comme celles utilisées dans divers attentats qui font la manchette, déchargent des projectiles en continu lorsqu'on garde le doigt enfoncé sur la détente. Elles sont illégales au Canada, mais prisées par les criminels. Là, vous êtes en train de couler des balles en pion, c'est ça? Ou ça, c'est juste des du balles? calibre 357. OK. 38, 357. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Les balles, j'ai commencé à recharger, j'avais 10, 11, 12 ans. J'ai 62 ans, ça fait 50 ans. OK. Pierre Turcotte possède une cinquantaine d'armes à feu. Il en manipule depuis qu'il a 5 ans. Tireur et armurier, il affectionne les armes anciennes. Ça, anciennement, c'est un ancien fusil pour noir. À l'époque, quand ils fabriquaient ça, c'est une valeur équivalente à 10 ou 20 000 aujourd'hui. Il connaît par cœur la réglementation à laquelle sont soumis ceux et celles qui désirent posséder des armes depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les armes à feu en 1995. Pour les armes, en général, c'est un permis d'acquisition, possession. C'est comme un permis de conduire, il y a des classes. Puis pour avoir ce permis, est-ce que vous avez fait des cours, évidemment, des formulaires? Le premier cours, c'est le maniement d'armes, certificat de chasseur, qui est obligatoire. On fait le tour de la connaissance de base des armes, des munitions, de la différenciation entre fusil, carabine. Ensuite, les différentes étapes de respect de la loi pour le transport, l'entreposage, l'exposition des armes et un peu l'éthique aussi, le comportement global. À mon avis, c'est un cours assez complet dans le sens que notre but, c'est que les gens ne se blessent pas, ne se tuent pas à la chasse. Après ça, tu as une demande de permis qui est un formulaire qui s'en va à GRC. S'il fait une demande de permis d'acquisition puis un dossier criminel, il y a un drapeau rouge qui allume, ils vont voir tout de suite. Non, lui, il n'y aura pas de permis d'acquisition parce que c'est refusé parce qu'il y a un dossier criminel. OK.
Dans le cas des armes de poing, ils vont faire une recherche, les voisins. Ils demandent 2 références dans la famille. Le conjoint, il faut qu'il signe le formulaire. Conjoint, s'il n'est pas d'accord, ne signe pas le formulaire, il n'y a pas de permis. Si un des voisins se plaint, « Ah, il m'a menacé! » Oh, permis refusé. Pour les revolvers et les pistolets, qui sont à utilisation restreinte, une autre formation est obligatoire. De plus, ceux et celles qui veulent obtenir un permis pour ce type d'armes doivent mentionner à la Sûreté du Québec les raisons pour lesquelles ils veulent en posséder et continuer de les enregistrer dans un registre. Si vous ajoutez une arme de poing, vous allez avoir un certificat qui est pareil comme un certificat un automobile. Si vous avez 2 automobiles, vous allez avoir 2 certificats. Si vous avez 3 automobiles, les armes de poing, ils ont chacun un certificat différent. Là, dans le fond, je rentre l'heure auquel je suis arrivé au club de tir, les numéros de série des armes restreintes que je vais utiliser, qui est l'officiel en place. Puis bon, à ma sortie, il faut que j'écrive l'heure où je vais partir aussi. Puis la Sûreté du Québec, le contrôleur des armes à feu va gérer ça. Si je me déplace, je me fais, par exemple, arrêter à quelque part, puis que, bon, j'ai mes armes restreintes avec moi, je dis que je suis venu au club de tir, ils peuvent vérifier là-dedans, voir si c'est vrai. Nous, on est vérifiés comme si on était des criminels. Dans le fond, on est les gens les plus honnêtes au Canada. On a passé, je sais pas combien d'enquêtes. Puis bon, ils ont appelé nos répondants, ils ont appelé nos conjointes. Ça n'arrête pas, les contrôles. Mais d'un autre côté, les criminels, eux, suivent pas les lois. Comment protéger l'ensemble de la société des crimes, tueries, carnages? Malgré les contrôles, un nombre élevé d'armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées sont retrouvées par la police, ce qui indique qu'elles font l'objet de contrebande et qu'elles sont importées au Canada. Mais l'ampleur du problème ne peut être actuellement estimée. On a environ, je vous dirais, 200 armes à feu actuellement qui sont prêtes à être détruites. Et on a une cargaison de munitions aussi prête à la destruction. Du côté de ceux qui suivent la voie légale, chaque année, c'est environ 1000 d'entre eux qui perdent leur permis d'armes à feu pour différentes raisons de sécurité, dont un mauvais entreposage et un transport inadéquat. En fait, la loi d'entreposage, c'est pour la sécurité des enfants. Les accidents qu'on voit aux États-Unis, toutes les semaines ou presque, un enfant de 3 ans qui se tue avec le pistolet du grand-père, bien, il faut que ton arme soit en sécurité, pas chargée, verrouillée. L'arme de poing, il y a une autre obligation, c'est d'avoir un verrou sur le pontet. Et... Puis pas chargé comme de raison, hein? Si les lois d'entreposage sont claires et bien définies, il n'en demeure pas moins que tous ne se sont pas ajustés aux nouvelles réglementations. Surtout s'ils ont oublié que des armes traînaient quelque part. C'est surtout quand que les gens décèdent, que les successions fouillent la maison, ils cassent maison, puis là, ils découvrent à un moment donné des armes. Et c'est là que les gens m'apportent des armes, des fois, dans la cuisine, puis il n'y a pas de serrure, il n'y a rien. Puis l'ignorance n'est pas une excuse au sens de la loi. Tu es censé, si tu as des armes à feu, de t'être documenté sur la loi qui régit ces armes à feu-là. Bon, donc, nos belles règles de transport pour les armes à utilisation restreinte. Les armes doivent être verrouillées dans un coffre qui est verrouillé. On doit avoir la paperasse qui vient en fonction, donc les enregistrements, le permis de transport, toute la paperasse. Pour vous donner une idée, là, il y a 2 cadenas, puis les armes qui sont à l'intérieur sont verrouillées aussi. Posséder une arme à feu sans le permis approprié est une infraction en vertu du Code criminel. La peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Vous avez des personnes qui ont des armes à feu, ils n'en commettent pas d'actes illégaux. Puis pour un papier qu'ils ont oublié, ou ils n'ont pas mis la barre, ils deviennent des criminels. C'est des choses complètement illogiques. C'est ça que j'aimerais demander, de remettre les choses à leur place. Les criminels, avec les criminels, les honnêtes citoyens, non les criminaliser. Les honnêtes citoyens, laissez-les vivre. Je crois pas que le fait d'avoir subi une perte me donne le droit de faire perdre des droits à des millions de personnes. Et c'est des victimes collatérales d'un fou furieux. Yannick et Claude ont pour cible la diminution des contrôles qu'ils jugent excessifs. Ils ne sont pas les seuls. Le lobby pro-armes séduit de plus en plus de Canadiens. Notre membership a augmenté autour, là, je dirais peut-être entre
35-40 depuis 36 mois. J'appuie l'Association canadienne pour les armes à feu, pas parce que j'en ai, parce que personnellement, j'ai pas d'armes à feu, mais je pense que c'est une question de principe. C'est la dernière ligne de défense, dans le fond. Plus ça va aller, plus on va nous enlever des droits. Parce que moi, je tire depuis 40 ans. Ça a toujours fait partie de notre culture. Ces gens-là ont importé les méthodes de la NRA au Canada. Et pour 70 000 membres, ils ont étonnamment beaucoup de leviers, beaucoup de poids. La réglementation a tendance à se désagréger tranquillement, pas vite. Mais aux États-Unis, on le voit, la loi devient de plus en plus laxiste. Et forcément, ça a un impact ici, parce qu'on récupère les discours, parce qu'on récupère les pratiques. En 2005, la Cour suprême du Canada déclare de façon unanime que la possession et l'acquisition d'armes à feu au Canada ne sont pas un droit, contrairement aux États-Unis, mais plutôt un privilège. Un privilège, je trouve que ça a l'air d'une affaire pour un enfant. Je sais pas sont qui par rapport à moi, eux, pour me donner un privilège, j'aime pas ça. C'est tout le discours de la liberté face à un État envahissant. C'est tout le discours de la résistance à l'oppression ou d'être préparé pour une catastrophe X. Toutes ces choses-là, et ça devient très viscéral pour ceux qui crient le plus fort. La possession d'armes chez les civils, c'est un gage de liberté. My wife's from a rural area. Gun ownership wasn't just for the farm, it was also for a certain level of security when you're ways away from police, immediate police assistance. Alors qu'il était premier ministre du Canada, Stephen Harper a avoué qu'il était en faveur de l'utilisation d'une arme à feu pour se défendre. Sa déclaration a outré bien des gens, dont les parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec, qui l'ont condamné à l'unanimité. On légitimise aux citoyens de se faire justice eux-mêmes et de même d'avoir recours à une arme à feu pour se faire, ce qui ne correspond pas à notre système de droit. Brigadier Mercier, Madame Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Pour 109, contre aucun, abstention aucune. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale du Québec complet se prononce contre ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal, Stephen Harper, dans ça? Est-ce qu'il a dit quelque chose de mal? Absolument pas. C'est juste logique. On a une espèce de complexe ou je sais pas quoi au Québec. Bon, non, on veut pas, on veut jamais entendre parler de ça, puis on vit dans une espèce de monde de papillons puis de licornes où il n'y a jamais de problème qui peut arriver. Mais c'est quand même ça. Le dernier, j'ai tiré dessus. Il y a eu une balle proche du cœur, puis il y en a eu une autre dans le bras, il a cassé le bras, puis il y en a eu 4 d'infestes à sauver en sortant. Léo Boulet a tiré à 2 reprises sur des voleurs. Une première fois en 1990, puis en janvier 2015. Victime d'un vol qualifié mardi soir, il a ouvert le feu sur ses assaillants et l'un d'entre eux, on vous le rappelle, a été sérieusement blessé. Le propriétaire d'épicerie de 75 ans, victime de plusieurs vols à main armée au fil des ans, est accusé d'avoir déchargé intentionnellement une arme à feu prohibée, d'avoir causé des voies de fait graves et d'avoir utilisé une arme à feu de manière négligente. Des accusations qui lui ont valu une vague de sympathie énorme. Il a bien fait de se défendre. Je suis sûr qu'il voulait juste se défendre, c'est tout. C'est de la légitime défense, là. Je crois qu'il n'y avait pas bien le choix. Après le nombre de vols qu'il y a eu, puis tout, il devait commencer à tanner un peu, le monsieur. Même si aujourd'hui je gagne ma vie grâce aux armes que je mets en valeur, à la fin de ce long parcours dans l'univers de ces passionnés d'armes à feu, ma question fondamentale demeure. Comment protéger l'ensemble de la société des crimes, tueries, carnages et accidents perpétrés avec des armes à feu, tout en permettant aux amateurs responsables de vivre leur passion? Je pense que c'est pas... on n'est pas obligé de se rendre jusqu'au même point des États-Unis pour porter des armes à feu sur nous autres. Là. Je pense qu'il faut quand même pas exagérer en fou, puis tout restreindre, puis tout le temps aller taper sur les gens qui essayent de faire ça au mieux, comme moi, mettons, qui sont super sécuritaires dans ce qu'ils font. Il faut donner une certaine liberté sans trop en donner. Là.
En 2013, près de 20 ans après l'entrée en vigueur des contrôles beaucoup plus sévères, le Canada enregistrait son plus bas taux d'homicide par arme à feu en 50 ans. Et si c'était justement la loi sur les armes à feu qui avait tout simplement atteint sa cible? Il va tomber. Excusez-moi, je voulais pas crier. Oh, il est mort! On l'a eu! Excusez-moi, je suis sourde, j'entends plus rien. On l'a eu! Yeah! Excusez-moi pour la micro. À l'heure où le lobby pro-armes fait de plus en plus d'adeptes au pays et où le registre fédéral des armes d'épaule est définitivement jeté aux ordures, les acquis gagnés sont-ils en péril? On a le bacon! Laissons le temps aux législateurs et peut-être dans 15 ans, nos petits-fils vont nous dire « C'était quoi les problèmes que vous aviez avec la loi des armes à feu? » Moi, je pense que la loi des armes à feu, je pense que c'est une très bonne loi. Les armes à feu fascinent, un peu comme les épées de chevalier, les sabres de samouraï, ces choses-là, ça reste fascinant, ça reste un objet de pouvoir, un objet de statut. Et oui, il y a une relation amour-haine qui va toujours être là. En tant qu'étudiant d'anthropologie et d'histoire, je reste convaincu qu'une communauté de 100 gens qui vit en paix pendant 100 ans, ça prend qu'un con avec une lame pour tout détruire.